Du coup, bienvenue à ceux qui nous rejoignent encore. On va démarrer tout doucement. Donc, on est ensemble pour 1 heure jusqu'à 14h30 pour parler du baromètre éco-conception 2025 qui a été publié mi-décembre dernier aux éditions ADEME directement sur le site de la librairie ADEME. Et le but aujourd'hui, c'est de creuser un petit peu plus comment il a été fait et quelles sont les conclusions principales euh, dans les grandes lignes pour que derrière vous puissiez aller les retrouver, mais aussi retrouver tout ce qui le constitue directement dans le fichier sur la librairie ADEME. On est donc trois aujourd'hui pour échanger avec vous. Moi-même, donc, je suis Marie Cussol, je suis chef de projet au sein du pôle éco-conception et je suis accompagnée de Philippe et Aude, je vous laisse vous présenter. Donc, Philippe On a un petit problème de son, Philippe. Voilà, c'est bon. Je pense que le problème de son vient de la télé ou de l'ordinateur. Il y a un des deux sons que vous devez couper. Le son, hein, pas le micro. Est-ce que ça donc, fonctionne? Non, toujours pas. Il faut que vous coupiez le son de la télé, je pense, et garder le son de l'ordinateur. Euh, Tout à l'heure, on n'avait pas le son quand on a fait les tests parce que c'était pas lancé sur l'autre appareil. C'est pour ça que ça fonctionnait pas, je pense. Le temps que vous vous caliez doucement. Oui, ça a l'air d'aller. Par contre, on entend de très loin. est-ce que Oui, est-ce que c'est bon pour toi? Pour oui, c'est bon vous, pour moi. pardon. C'est parfait. Sauf que nous, on n'entend plus rien. Ouais. Merci. On va y arriver, on va s'en sortir. On va recoupe le son. Tu mets- On va s'en sortir de leur côté aussi. Je sais pas si vous nous entendez. Le temps que vous vous caliez un petit peu là-dessus, je propose de présenter le pôle éco-conception rapidement. C'est ce qu'on avait prévu après. Et du coup, après, je vous laisserai la parole pour vous présenter, vous, éventuellement, le temps que vous arriviez à gérer ce problème-là. Allez, je pars là-dessus, du coup. Donc, Philippe Baja et Aude Bougain se présenteront juste après pour l'ADEME, qui a commandé et mené une part cette étude-là, du coup, conjointement avec le pôle éco-conception. Pour rappeler rapidement ce qu'est le pôle éco-conception avant de rentrer dans le vif du sujet, le pôle éco-conception, on est le centre français d'expertise, de compétences et de connaissances sur l'éco-conception. On existe depuis 2008 en tant qu'association à destination des entreprises et des professionnels. Là, c'est moi qui m'entends en double. Ok, c'est bon. Notre mission en tant qu'association, c'est de garantir des produits, services, systèmes et modèles d'affaires, organisations qui soient plus respectueux de l'environnement, notamment par la démarche d'éco-conception. Et à ce titre-là, on travaille main dans la main avec l'ADEME, notamment Philippe et Aude, pour mener des projets, mener une diffusion plus large de l'éco-conception, une sensibilisation sur l'ensemble du territoire et auprès de l'ensemble des entreprises, dans le but de pouvoir faire émerger toujours plus de projets d'éco-conception. Comment on fait ça? On fait ça grâce à deux grandes activités, des missions d'intérêt général portées par l'association dans laquelle on se situe aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là qu'on a mené notamment cette étude avec l'ADEME. Et on a aussi une filiale qui permet de faire un peu de prestation de services pour pouvoir passer à l'action de façon très concrète avec des entreprises également. J'en ai fini de mon côté. Philippe et Aude, on en est où? C'est plus compliqué. Peut-être que si vous... en fait, ce qui pose problème, je pense, pour vous, c'est l'écran dont on parlait tout à l'heure dans la salle. Si vous passez uniquement par vos ordinateurs, Ça marche. ça fonctionnera peut-être mieux. Et Est-ce que du coup, est-ce que vous entendez quelque chose là? Moi, j'ai pas d'écho. Oui. C'est bon.
nous, on vous entend plus. Ça n'a pas marché, là. Moi, j'ai pas d'écho et je Marie? vous entends. C'est bon, Si, on c'est est bon, ça part à peu près. Parfait, OK. on va s'en sortir. Excusez-nous pour ces problèmes techniques. Donc, effectivement, pour l'ADEME, on va vous présenter ça. Donc, Philippe Baja, ingénieur éco-conception. Et du coup, déjà, désolé. Donc, voilà. Marie avait rapidement présenté le pôle. Donc, l'ADEME, en deux mots, on est l'agence de la transition écologique. Donc, on est un opérateur d'État qui travaillons sur tous les domaines de la transition écologique dans le but de faire en sorte que tous les acteurs agissent le plus rapidement possible sur ces sujets-là. On a un budget qui est un petit peu en diminution actuellement, mais des budgets relativement importants pour travailler sur ces sujets et produire un certain nombre d'études, dont le baromètre que l'on va vous présenter aujourd'hui. L'objectif de cette étude, alors pourquoi on l'a lancée? Notre intention, c'était d'en connaître un peu plus sur la façon dont les entreprises se sont emparées de ce sujet de la réduction des impacts environnementaux, donc connaître l'état de maturité des entreprises dans la prise en compte de la préservation de l'environnement, de mieux connaître également leurs besoins, la façon dont elles expriment leurs besoins, leurs motivations, notamment pour savoir mieux comment nous positionner aux côtés des entreprises sur ce sujet. Donc ça a conduit à la réalisation de ce baromètre et on va vous présenter, donc Marie, si tu peux, voilà, l'essentiel de ce que vous pourrez trouver dans le rapport qui est mis sur notre librairie. Donc, notamment le contexte et l'historique de ces travaux, la caractérisation de la maturité des entreprises. On regardera les évolutions par rapport aux travaux précédents qui ont été réalisés, la façon dont les accompagnements ADEME impactent les actions et la maturité des entreprises. Quelques chiffres clés qui sont assez éclairants sur ces questions-là, et un peu à la fois aller plus loin en termes d'intention des entreprises et en termes de positionnement pour notamment les pouvoirs publics pour accompagner les entreprises. Et on essaiera de consacrer quelques minutes en fin de session à vos questions et de commencer à y répondre. Merci Contexte et pour historique. Ouais. Pardon. Merci pour cette petite introduction, Philippe. Donc, juste pour vous rappeler rapidement l'historique et d'où vient cette étude du baromètre. Il faut savoir que déjà, il y a plus de 10 ans, en 2014, a été menée une première étude qui s'appelait étude sur la profitabilité de l'éco-conception, profitabilité au sens un peu large, avec un aspect économique, mais pas uniquement. On parlait aussi de motivation, de gains au-delà de l'économique et toutes les réussites que pouvait amener l'éco-conception. C'était la première étude qui pouvait s'apparenter à une étude statistique sur le sujet avec plus de 200 répondants. C'est une étude qui a été portée à l'époque par l'ADEME en partenariat avec le pôle éco-conception et avec l'IDP, qui était l'Institut de développement de produits basé au Québec et qui n'existe plus maintenant, mais qui à l'époque était un partenaire assez fort sur ce sujet. Et cette étude a été suivie en 2020 c'est là qu'on a introduit le mot baromètre, d'un premier baromètre de l'éco-conception. Cette fois, une étude qui a été portée par l'ADEME, aussi en collaboration avec le pôle éco-conception. Là, c'est une étude qui a permis d'avoir plus de 300 répondants et il y avait vraiment une volonté forte de pouvoir faire des comparaisons avec l'étude de 2014, pardon, en prenant donc des questions qui étaient similaires avec des réponses similaires ou en tout cas assez proches pour pouvoir déjà faire des parallèles et voir s'il y avait des évolutions entre ces deux études. Il y a eu quelques premiers ajouts d'éléments sur la maturité des entreprises déjà dans cette étude-là. Et d'éléments aussi éclairants sur le type de projet mené, sur la communication, etc. Donc des sujets qui nous tenaient à cœur du coup de traiter dans l'étude actuelle qu'on a fait en 2025, on a quand même gardé cette comparaison qui était aussi importante avec le baromètre 2020, donc garder un petit peu les mêmes questions, les mêmes façons de fonctionner sur certaines questions qu'en 2020, ce qui nous permet de pouvoir caractériser cette évolution
dont du coup, Philippe et autres vous parleront un petit peu plus tard. Ça, c'est vraiment l'historique sur les études qui avaient déjà été faites, mais pour cette étude 2025, on a fait le choix de pas être tout seul tout à fait dans la constitution et dans la réflexion autour et du questionnaire et de ce qui allait en sortir. Je vous laisse en dire deux mots, Aude et Philippe, là-dessus. Merci Marie. Oui, effectivement, en 2025, du coup, on a voulu voir plus large aussi. Et donc, on s'appuie sur un comité technique avec sept structures qui ont participé à la robustesse de l'étude, avec des structures du coup expertes en éco-conception, en transition écologique, qui sont proches des structures de conseil aux entreprises, vraiment très proches des groupements et des interlocuteurs des entreprises. Donc, un grand merci à notre comité technique, BPI France, Coopérative MU, EVA, Maobi, Alice, Lobco 2i et Kepler. Et puis aussi à tous ceux qui ont relayé en fait l'enquête que Marie va présenter sur le niveau méthodologique, mais qui a permis en fait d'avoir des résultats concrets, des réponses concrètes des entreprises. Donc merci aux éco-organismes, aux réseaux de numérique responsable, clusters, pôles de compétitivité sectoriels ou tous ceux qui ont pu relayer d'une quelconque manière notre étude. Et d'ailleurs, on Marie, les je te va laisse le voir sur remercier. la Merci. méthodologie. Merci Aude. Et d'ailleurs, toutes ces structures qu'on n'a pas citées ici parce qu'on n'a qu'une heure, on s'en excuse, mais qui nous ont été d'une grande aide. Vous pouvez les retrouver aussi directement dans le rapport où ça nous tenait à cœur de pouvoir les remercier. D'un point de vue méthodologie, avec ces partenaires-là, comment est-ce qu'on on a travaillé? On s'est appuyé sur eux pour leur proposer une première version du questionnaire. L'idée, c'est d'avoir un questionnaire qui soit en ligne uniquement. Donc, il y a uniquement ce biais-là pour pouvoir le remplir. Un questionnaire qui se voulait assez court. On était entre 30 et 40 questions uniquement. Et on l'a laissé ouvert entre le 15 mars et le 15 juin environ. L'idée, c'était d'avoir un laps de temps suffisamment long pour pouvoir le remplir et faire en sorte de toucher un maximum de structures pour dépasser les 300 répondants environ, qui était le score qu'on avait obtenu pour le baromètre 2020. On a réussi à aller un petit peu au-delà de ça, vous le verrez juste après. On a aussi introduit un nouvel élément, donc l'idée au-delà de ce questionnaire, c'est de pouvoir aller rechercher les informations qui nous intéressaient, mais on a aussi introduit un nouvel élément qui était de pouvoir fournir aux entreprises qui le souhaitaient un retour individuel sur la caractérisation de leur maturité selon les 4 thèmes que l'on avait choisis et qu'on a étudié, on y reviendra après. Mais du coup, pendant l'été, il y a eu toute une campagne qui a été faite justement pour pouvoir produire des graphiques personnels pour chaque entreprise et pouvoir leur donner un petit peu le niveau sur lequel on pouvait les classer en fonction des questions et de la grille qu'on avait utilisée là-dessus. Et on a du coup utilisé l'ensemble de nos réseaux, relais, partenaires, qu'on remercie à nouveau, pour pouvoir diffuser ce questionnaire le plus largement possible. Ce mode de diffusion amène un point d'attention que je voulais noter également, qui sont des notes de lecture assez importantes, qui permettent de nuancer un petit peu les résultats du baromètre et qui étaient déjà des notes de lecture qui valaient pour l'étude de 2014 et de 2020. C'est que premièrement, l'échantillon n'a pas été redressé sur l'ensemble des répondants. On n'a pas un échantillon qui est représentatif du tissu économique français d'un point de vue proportion de taille d'entreprise, d'un point de vue secteur d'activité, etc. Ça a été voulu de ne pas le redresser là-dessus. Et on a un autre point d'attention qui est quand même important à noter, c'est que la majorité de la diffusion a été faite au travers de nos réseaux, de nos partenaires, donc qui ont quand même une sensibilité environnementale existante, voire importante, ce qui fait que les répondants ont aussi une sensibilité environnementale et une attention pour les sujets environnementaux qui est peut-être plus importante que ce qu'on pourrait retrouver au niveau global français. On n'a pas une certitude là-dessus, on n'a pas mesuré, mais c'est un constat qu'on a pu faire aussi sur l'étude de 2020 et qu'on a volontairement choisi de garder également. Au-delà de ces notes de lecture, je voulais vous parler de la typologie des répondants. Au niveau de l'ensemble des répondants, on a obtenu 1107 réponses venant d'entreprises différentes, dans toute la France. On a des régions qui sont un petit peu plus représentées que d'autres, avec plus de 200 répondants, surtout en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Puis on a d'autres régions qui sont aussi pas négligeables sur la représentativité, Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie notamment. Vous retrouvez l'ensemble des répartitions par région dans le rapport, je ne vais pas m'étendre là-dessus. De la même manière, vous retrouverez également l'ensemble des secteurs industriels et services représentés.
Dans la partie industrielle, on peut notamment noter une participation assez forte de tout ce qui est entreprise manufacturière, d'industrie manufacturière, métallurgie et d'entreprises issues de la plasturgie et de la chimie. Et on a aussi pas mal d'entreprises de services qui ont répondu à cette étude parce qu'on peut également faire de l'éco-conception de services, donc c'est important de les inclure là-dessus. Des entreprises du coup qui soient des entreprises de services de conseil, de numérique aussi beaucoup, et puis des services d'autres types plus larges. Pareil, retrouvez l'ensemble des détails dans le rapport. Et je vous ai aussi mis en figure la répartition par taille de structure. On se rend compte que c'est assez bien réparti. On a un petit peu toutes les tailles de structure sont assez bien représentées de la TPM, de la TPE, PME, mais aussi grand groupe avec un maillage plus fin sur les petites structures qui était aussi voulu de notre part. Voilà un petit peu pour la méthodologie, le contexte et puis le type de répondant qu'on a pu avoir. L'idée ensuite, c'est de passer plus largement à ce qu'on a pu constater dans cette étude. Et le premier élément qui nous paraissait important, dont je voulais vous parler, c'est la maturité des entreprises. Une des grandes nouveautés dans cette étude, c'est de caractériser finement, en tout cas le plus finement possible avec les outils qu'on possède aujourd'hui, la maturité des entreprises sur plusieurs thèmes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au travers de cette étude. Je vais vous donner de nouveau les grandes lignes et bien sûr, vous aurez l'ensemble des détails et des nuances qui sont beaucoup plus détaillés directement dans le rapport. Cette maturité, donc c'était vraiment une volonté de notre part de pouvoir creuser ce sujet-là qui avait commencé à être abordé en 2020. On l'a évalué, cette maturité, sur 4 grands critères, parce qu'on ne peut pas parler de maturité globale, on pourrait, mais on a décidé de choisir 4 grands critères qui sont existants dans la grille de la révision de la norme française de l'éco-conception, qui est la norme X30 264. Cette norme, du coup, a été révisée, a été publiée en juin 2025 et possède en annexe une grille, une proposition d'analyse de la maturité sous forme de grille qui permet de classer sur 4 niveaux de maturité. Niveau 1, entreprise débutante, niveau 2, entreprise initiée, niveau 3, entreprise confirmée et niveau 4, entreprise experte. Ces 4 niveaux sont représentés sur différents critères. Nous, on a choisi 4 qui nous paraissaient les plus importants à représenter dans notre étude, qui sont le pilotage stratégique de l'éco-conception ou des réductions d'impact environnemental au sens plus large. Le pilotage opérationnel, comment est-ce que la réduction des impacts est pilotée en interne? Est-ce qu'il y a un pilote? Est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qui va piloter? Quelles équipes sont derrière tout ça? Et comment se décline la réduction d'impact dans les métiers? Est-ce qu'il y a des méthodes par métier? Est-ce qu'il y a des experts par métier? Comment ça se passe là-dessus? Quelles sont les actions d'éco-conception mises en œuvre dans l'entreprise? Est-ce qu'il y en a un petit peu, beaucoup, sur tous les produits, sur certains? Et enfin, le dernier niveau de maturité, c'est sur la connaissance des impacts environnementaux. Est-ce que l'entreprise connaît les impacts environnementaux de ses activités, de ses produits? Est-ce qu'elle les connaît sur une vision monocritère, multicritère, etc. Vous retrouvez également l'ensemble des éléments de maturité et le lien entre la grille de maturité et les questions qui ont été posées directement dans les annexes du rapport. Je voulais juste rentrer rapidement sur les 4 thèmes de maturité pour voir ce qu'il y a derrière ces 4 thèmes et quelle est la répartition, qu'est-ce qu'on apprend sur nos répondants là-dessus. Premier thème à creuser, le thème lié au pilotage stratégique. Ce qui a été demandé aux participants, c'est dans votre structure, comment est intégrée la démarche de réduction des impacts environnementaux de vos produits et services. Et vous avez ici les propositions de réponse qui ont été, en fonction de leur attribution, adressées à un niveau de maturité 1, 2, 3 ou 4. Ce qu'on remarque, c'est que on a beaucoup d'entreprises, 40%, qui sont au niveau 2, c'est-à-dire un niveau qui correspond au fait que l'entreprise intègre le pilotage stratégique de la réduction d'impact dès la conception des produits et des services en faisant de l'éco-conception, mais sans harmoniser au global sur l'ensemble de la structure, et qui correspond aussi potentiellement au fait que l'entreprise intègre le pilotage stratégique, mais sur un seul impact environnemental. Donc voilà, on a quand même ce niveau 2 qui est assez représenté sur ces sujets-là. Et après, on a une répartition assez équivalente entre les entreprises qui n'ont pas intégré l'éco-conception et les entreprises qui les ont intégrées à des niveaux beaucoup plus importants.
Je voulais aussi vous montrer très rapidement la répartition. Alors, c'est un peu plus petit, je m'en excuse, mais vous aurez le temps de le regarder à la suite de ça, par taille d'activité, par taille d'entreprise. Et on voit qu'on a des répartitions qui sont un petit peu différentes, notamment si on prend les entreprises de plus de 500 salariés, il y en a très peu qui n'ont pas intégré de feuille de route de réduction de leurs impacts environnementaux. Là où, quand on a des entreprises plus petites, c'est moins rare de voir des entreprises qui n'ont pas, qui n'ont pas intégré de réduction d'impacts environnementaux dans leur pilotage stratégique. C'est aussi parce qu'il y a des obligations réglementaires qui vont contraindre certaines entreprises là-dessus. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, la déclinaison métier, l'expertise dans chaque secteur, dans chaque service de l'entreprise, comment sont pilotées les actions de réduction des impacts environnementaux, c'est ce qu'on leur a demandé. Et on voit que pour la plupart des entreprises, on a une personne qui va consacrer moins de 50% de son temps à coordonner ou à mettre en œuvre des actions d'éco-conception. C'est ce niveau 2 ici. Pareil, si on regarde la répartition par taille d'entreprise, là on voit que c'est beaucoup plus hétérogène que sur la question précédente, dans le sens où on a une grosse diversité, notamment sur les premiers niveaux. Les petites entreprises n'ont pas de pilote identifié ni de ressources dédiées à réduire les impacts, alors que les grosses en ont beaucoup plus et sont beaucoup plus structurées aussi, de fait, parce qu'elles sont plus importantes, beaucoup plus structurées sur ces sujets de la réduction d'impact environnemental, avec des compétences spécifiques et des relais plus présents dans tous les métiers de l'entreprise. Troisième sujet qui était important, c'est les actions d'éco-conception. On a demandé à chaque répondant sur quelles actions, sur quel périmètre, pardon, l'éco-conception était mise en œuvre dans les activités. Est-ce qu'il n'y avait aucune éco-conception mise en œuvre? 11% ici, le numéro 1. Est-ce qu'il y avait une réduction de l'impact environnemental uniquement sur un seul critère, donc par exemple, une réduction des consommations ou des émissions de CO2 de l'entreprise, donc vraiment sur uniquement des consommations ou des émissions de CO2, on est sur 17%. Il y a eu la moitié des répondants qui ont déclaré faire de l'éco-conception sur certains produits et services ou dans le cadre de leur démarche RSE. Donc on voit qu'il y a quand même un attrait fort, en tout cas une réponse forte sur cet aspect-là de mise en œuvre de l'éco-conception. Et après, on a quand même 22% des entreprises qui, elles, ont fait de l'éco-conception sur tous les produits et toutes les activités, donc qui sont vraiment au dernier niveau de maturité, ce qui montre qu'il y a quand même beaucoup de projets d'éco-conception mis en œuvre. Si on regarde ça avec le prisme de la répartition par taille d'entreprise, on se rend compte que on a de nouveau quelque chose qui est assez similaire d'une entreprise à l'autre. Alors, c'est un petit peu différent pour les toutes petites entreprises, entre 1 et 20 salariés, on a des chiffres un petit peu différents, mais ensuite, au-delà, on a quand même une répartition qui est assez similaire. Selon la taille de l'entreprise, ça ne va pas beaucoup changer. Et enfin, dernier élément, alors non, je voulais rajouter un petit élément on est allé un petit peu plus loin, au-delà de leur demander uniquement quelles étaient les actions d'éco-conception mises en œuvre, on a aussi demandé, au-delà de l'éco-conception, quelles étaient les actions de réduction d'impact, au sens plus large, hein, j'entends, qui ont été mises en place dans l'entreprise, en posant des questions sur l'éco-conception, évidemment, que vous pouvez retrouver ici, sur cette ligne-là, mais aussi sur la réduction et la valorisation des déchets, sur la consommation d'énergie et d'eau, sur la décarbonation, etc. Pour voir un petit peu ce qui était mis en œuvre. On se rend compte que les sujets qui sont les plus étudiés et les plus mis en pratique dans les entreprises restent la réduction et la valorisation des déchets d'une part et la décarbonation d'autre part. Et on remarque par contre que c'est plutôt les sujets des synergies territoriales et des nouveaux modèles économiques qui sont moins mis en œuvre, qui demandent une maturité plus importante et un investissement plus important de la part des entreprises, mais en tout cas qui sont moins présents. Je pense notamment à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et à la mise en place d'une stratégie d'écologie industrielle et territoriale qui souvent a lieu à l'échelle d'un territoire, d'une zone d'activité et pas uniquement dans les murs de l'entreprise. Je vous parle maintenant du dernier thème de maturité qui est donc la mesure et la connaissance des impacts environnementaux. On a demandé comment étaient mesurés les impacts environnementaux. Et là, on voit qu'il y a une majorité assez forte sur le niveau 2, qui est que les entreprises répondantes ont soit mesuré l'impact environnemental par un bilan carbone ou tout autre moyen ne mesurant qu'un seul critère, l'énergie, l'eau, etc.
ou bien on mesurait les impacts environnementaux uniquement de façon qualitative, pas forcément chiffrée, par un outil interne, une matrice, etc., sur les produits ou services. Donc on est soit sur des indicateurs qualitatifs, soit sur une mesure monocritère, carbone par exemple, ou bien énergie, eau, etc. On se rend compte là aussi que bah, pour le coup, ce niveau 2 de maturité, c'est quand même le même qui est, enfin, c'est quand même, peu importe la taille des entreprises, ça reste la solution la plus adoptée par l'ensemble des répondants sur le sujet. Au-delà de cette question de comment sont mesurés les impacts environnementaux, on a creusé un tout petit peu plus pour savoir un peu pourquoi étaient mesurés les impacts environnementaux et à quelle fréquence. Vous avez les deux questions et les réponses équivalentes, les réponses correspondantes à l'écran. On se rend compte surtout que les entreprises mesurent les impacts environnementaux principalement pour faire du reporting annuel, qui peut être dans le cadre d'une obligation ou qui peut être dans le cadre d'une politique d'entreprise de fournir un rapport extra-financier. 39% des entreprises, des répondants, utilisent cette mesure des impacts environnementaux pour communiquer. En revanche, on a 47% qui utilisent cette mesure des impacts, soit pour faire des choix stratégiques, pour prendre des décisions stratégiques, soit pour faire des choix de conception en interne. Donc, on a quand même vraiment une mesure qui va être utilisée derrière, notamment pour pouvoir faire des choix éclairés au regard de l'impact environnemental généré. Et enfin, le dernier point dont je voulais vous parler là-dessus, on va sortir de ces 4 thèmes de maturité et arriver plus largement, et ça fera le lien avec la partie suivante, sur les retombées de l'éco-conception. On a demandé à l'ensemble des répondants s'ils voyaient des retombées positives de l'éco-conception. Et ce que je vous présente ici, c'est la réponse à cette question selon si les entreprises sont au niveau 1 et 2, débutants initiés sur le pilotage stratégique, ou bien si elles sont au niveau confirmé, expert, donc elles ont mis en place une feuille de route au niveau stratégique dans l'entreprise pour réduire leurs impacts environnementaux. On remarque que les entreprises qui ont un niveau de maturité plus faible sur ce pilotage stratégique sont plus nombreuses à ne pas voir de retombées positives de l'éco-conception, alors que les entreprises qui ont mis en place une politique d'entreprise, une politique stratégique autour, en tout cas intégrant l'impact environnemental, sont plus nombreuses à avoir des retombées positives de l'éco-conception. Et le fait de structurer, d'inclure ces éléments-là au niveau stratégique permet aussi de mieux comprendre, de mieux connaître les retours de l'éco-conception, puis de mieux pouvoir les valoriser derrière. Donc ça montre aussi l'importance de pouvoir inclure ces sujets-là au niveau stratégique pour pouvoir derrière avoir des retombées qui soient plus visibles et plus facilement capitalisables. Je m'arrête là-dessus sur cette partie maturité et Philippe, Aude, est-ce que vous voulez nous parler des évolutions qu'on a pu observer par rapport au baromètre 2020? Volontiers. Effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est le troisième travail qui est fait sur ce sujet. Donc, ça nous intéressait de voir si on percevait des différences, sachant que les questions n'étaient pas tout à fait les mêmes tout le temps et qu'entre-temps, il y a eu la révision de la norme qui a beaucoup permis d'approfondir sur ces questions de maturité. Mais il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels on peut quand même bien comparer les résultats entre le baromètre 2020 et celui 2025. Et notamment, on a pu percevoir deux évolutions, deux enseignements assez importants, qui est notamment le fait que la réponse à une demande client apparaît de plus en plus comme l'une des motivations principales pour faire de l'éco-conception. C'est quelque chose qui apparaît là de façon assez significative. Et qui apparaissait beaucoup moins lors du baromètre précédent. De même, dans les retombées et dans les motivations d'ailleurs, dans les retombées positives, la question de la motivation des équipes, la motivation des salariés, le sens que ça donne à leur travail, apparaît comme étant une retombée qui est également très importante, de façon beaucoup plus marquée qu'il y a 5 ans environ. Donc ça, c'est deux enseignements majeurs
la réponse à la demande client et la motivation des équipes. En revanche, il y a un certain nombre de similitudes également que l'on constate, notamment sur le fait que les convictions personnelles des dirigeants continuent d'être une motivation très importante, de même que l'anticipation des futures réglementations et le fait d'aller rechercher des nouveaux marchés qui étaient en 2020 des motivations importantes et qui le sont encore aujourd'hui en 2025. Au-delà de ces dimensions un peu quali, on a regardé d'un peu plus près les questions des bénéfices économiques. En comparant, ah oui, non, oui, il y a, tant pis. En comparant notamment les évolutions des retombées économiques par rapport à une question qui était posée en 2020 et qui était déjà abordée en 2014 sur l'impact en termes de marge pour les entreprises du fait de faire de l'éco-conception. Ce qu'on observait dans les deux baromètres précédents et qu'on observe encore aujourd'hui, c'est que une partie importante des entreprises, du point de vue de la marge associée au produit, constate plutôt une certaine stabilité et qu'ensuite se répartissent les entreprises entre celles qui observent une augmentation de la marge et celles qui observent une diminution de la marge. Alors ça peut être dû à un certain nombre de raisons. L'augmentation de la marge, ça peut être lié au fait qu'on arrive à mieux maîtriser certaines consommations, certains déchets par exemple. La diminution de la marge, ça peut être lié au fait qu'on prend des matières premières à moindre impact qui peuvent être relativement plus coûteuses et avec, sans forcément pouvoir le répercuter sur le prix. En revanche, il y a quelque chose qu'on a regardé à l'occasion de cette étude et qu'on avait aussi approché dans des travaux qu'on a menés au niveau de l'ADEME, au niveau du chiffre d'affaires des entreprises. Et ce que l'on constate, c'est que la proportion d'entreprises qui constate une augmentation du chiffre d'affaires apparaît plus forte que les entreprises qui constateraient une diminution du chiffre d'affaires associé à leur démarche d'éco-conception. Donc, d'une façon générale, pas d'évolution majeure sur la marge. En revanche, quand on regarde le chiffre d'affaires, il y a toujours une partie importante d'entreprises qui semble constater un chiffre d'affaires stable lié à l'éco-conception, mais quand même, cette retombée positive au niveau du chiffre d'affaires semble se confirmer pour les entreprises qui ont pu détecter une évolution liée à la mise en œuvre de leur éco-conception. Donc ça, c'était la comparaison majeure. Si on regarde aussi les retombées autres que financières en termes autour de la mise en œuvre de l'éco-conception, par rapport au baromètre de 2020, la motivation des salariés, donc de la fierté des équipes, qui était à la fois une motivation pour se lancer et c'est aussi une retombée positive qui apparaît plus, de façon plus forte que précédemment, mais les principales retombées qualitatives restent les mêmes, à peu près dans le même ordre, entre l'amélioration de l'image et de la notoriété de l'entreprise, l'amélioration de la relation client, les relations avec les différentes parties prenantes de la chaîne de valeur, et jusqu'à également, alors qui a été constaté, même si c'est la dernière qui apparaît, c'est important à le noter, que ça facilite le recrutement dans un certain nombre de cas. Et ça, par exemple, on a pu le voir, nous, dans le domaine du service, où certaines entreprises mettent vraiment en avant le fait que d'avoir un service éco-conçu facilite le recrutement de leurs salariés. Comme on le disait au début sur nos échantillons, etc., on a conscience qu'il y a un certain nombre de comparaisons qu'il faut faire avec précaution. Alors, on a davantage de répondants. Ça veut dire que les résultats que l'on avait en 2020 étaient globalement plus incertains que ceux qu'on a aujourd'hui, même si on a toujours le biais que les répondants, c'est ceux qui ont bien voulu répondre. Et notamment, ce sont les gens qui sont
dans nos réseaux, comme l'évoquait très bien Marie tout à l'heure. C'est donc les gens qui ont une sensibilité environnementale par rapport à ça. Et puis, comme je l'évoquais aussi, on n'a pas tout à fait les mêmes questions. Dans les questions à choix multiples, on a proposé des options qu'on ne proposait pas forcément tout à fait avant. Donc, on n'est pas vraiment en mesure de tracer des courbes en suivant nos échantillons, mais on fait ressortir quand même un certain nombre de tendances et d'évolutions qui nous paraissent assez importantes, significatives et qui montrent quand même une tendance assez forte dans l'engagement des entreprises et dans les raisons pour lesquelles elles s'engagent. Voilà. Je vais laisser la parole Je vais à prendre la main. Aude. Merci. Donc, il y a cette partie, on va faire un focus. On a regardé en fait le lien entre les accompagnements de l'ADEME et la maturité des entreprises. Tu peux bien passer la slide, Marie, s'il te plaît. Donc, d'abord, dans le panel de répondants, on a demandé en fait quelles entreprises avaient déjà bénéficié d'un accompagnement ADEME. Les accompagnements ADEME étant à la fois directement liés à l'éco-conception, donc des dispositifs d'aide qui s'appellent par exemple Tremplin Premier Pas en éco-conception, BPI, le DIAG éco-conception, les dispositifs d'études et d'investissement en éco-conception, ou des appels à projets limités dans le temps, mais directement liés à l'éco-conception, notamment par approche thématique. On avait aussi des propositions sur des financements ADEME liés à un seul aspect ou une seule étape du cycle de vie. Donc des projets, par exemple, de recyclage ou de décarbonation dans lesquels on aide aussi à l'accompagnement pour passer à l'éco-conception, s'approprier ces premières notions. Donc, on a un panel avec 17% d'entreprises qui ont déjà été accompagnées par l'ADEME. Sachant que certains répondants n'avaient pas d'informations au moment de répondre au sondage. Donc là, on n'a pas été vérifié s'ils avaient été accompagnés ou non par l'ADEME. Dans ce panel, on a comparé en fait les bénéfices de l'accompagnement par le dispositif d'aide à l'éco-conception par rapport au niveau de maturité des entreprises. Donc on reprend en fait la grille de maturité présentée par Marie tout à l'heure. Donc sur la première ligne, là, vous voyez les environ 190 répondants qui ont été accompagnés dans le cadre d'un dispositif ADEME par rapport à ceux qui n'ont pas du tout été accompagnés. Et on remarque que sur le côté droit, là, on a un plus fort niveau de maturité des répondants qui ont été accompagnés dans le cadre d'un dispositif ADEME. Donc vraiment un shift sur plus d'un quart des répondants qui ont atteint un niveau expert sur le pilotage stratégique environnemental. C'est-à-dire que pour eux, il y a une feuille de route qui a été développée, une feuille de route qui permet de définir des objectifs clairs, des moyens pour réduire les impacts environnementaux. Et qu'en plus, cette feuille de route, elle a été appropriée sur les différentes strates hiérarchiques de l'organisation. Et c'est une tendance qu'on retrouve sur les autres axes aussi de maturité d'éco-conception. Donc, vous verrez le détail dans l'étude complète. Ce qu'on peut retenir, donc il y a 3 points, 3 observations majeures. Donc, en dehors de ce pilotage stratégique qui correspond à la feuille de route, il y a aussi les aspects sur les retours économiques. Donc, les entreprises qui sont passées par un dispositif ADEME sont plus au fait des retombées économiques. Ce que disait Philippe tout à l'heure, on voit un lien assez clair entre le niveau de maturité des entreprises sur le pilotage stratégique et le fait qu'elles arrivent à avoir un chiffre d'affaires stable ou en augmentation. Donc là aussi, il y a vraiment une corrélation entre celles qui ont bénéficié de l'aide ADEME, donc qui ont atteint en fait un niveau de maturité plus important en éco-conception. Elles arrivent aussi à atteindre aussi ce chiffre d'affaires stable ou en augmentation. Et enfin, le troisième point, donc parmi les entreprises qui ont bénéficié des aides aux études d'éco-conception, plutôt des aides de projets un peu plus avancés, elles ont aussi travaillé sur des modes de communication assez précis, que ce soit du coup des analyses de cycle de vie avec revue critique ou non, et des éco-profils. Donc, c'est vraiment une mise en valeur de la performance environnementale de leurs produits ou services. Et maintenant, je passe la main à Marie pour Merci beaucoup. les chiffres clés. Merci beaucoup, Aude. En effet, là, on aimerait juste vous faire un petit focus. On pourrait vous détailler les 50, 60 pages du rapport, mais on n'en aurait pas pour 1 heure, on en aurait peut-être pour une journée et encore.
Mais c'était important pour nous que vous repartiez avec quelques chiffres clés, les messages clés à retenir, au-delà de ce qu'on vient de vous présenter avec quelques focus et cette notion de maturité. On a donc classé ça déjà en deux grandes catégories de chiffres clés. Les premiers éléments qui nous paraissent importants, c'est tous les chiffres clés sur les retombées et les motivations à faire de l'éco-conception. Donc des chiffres qui viennent concrétiser ce que vous disiez, Philippe, tout à l'heure, qui a pu ressortir de cette comparaison barométrique. On se rend compte que 71% des entreprises, donc des répondants, identifient l'amélioration de leur image comme l'une des principales retombées de l'éco-conception. Ça fait vraiment partie, c'est la retombée non économique de l'éco-conception la plus marquée. 52% des entreprises considèrent que la réalisation de projets d'éco-conception vont contribuer à la motivation et à la fierté des salariés. Ça, c'est un point qui est pas mal remonté en pourcentage dans les chiffres par rapport au baromètre de 2020, comme vous le disait Philippe tout à l'heure. Et enfin, on a 50% des entreprises qui disent faire de l'éco-conception pour anticiper les futures réglementations. Donc, on a quand même cette question des futures réglementations, du futur paysage réglementaire, autant au niveau français qu'au niveau européen sur l'éco-conception, qui est à anticiper sur certains sujets en tout cas, qui vont progresser dans les années à venir et qui sont quelque chose que les entreprises continuent à surveiller et qui les intéresse de plus en plus. Au-delà de cette partie retombée et motivation, on a aussi quelques chiffres sur les influences des parties prenantes et la stratégie d'éco-conception. Là encore, on a 71% des entreprises qui estiment que les clients ont une influence sur leur démarche. C'est assez important comme chiffre qui vont percevoir cette influence des clients. Donc sur les démarches de réduction des impacts environnementaux. On a 22% des répondants qui inscrivent réellement la réduction des impacts environnementaux dans une feuille de route à long terme. Donc c'est vraiment notre niveau 4 de maturité sur le pilotage stratégique. On a quasiment le quart des répondants qui sont sur ce niveau-là d'inclusion dans une feuille de route long terme des impacts environnementaux. Et un point important aussi, on a 88% des entreprises qui souhaitent approfondir leur démarche de réduction des impacts environnementaux dans le futur. C'est vraiment un souhait de leur part de les approfondir de différentes façons, et on en parlera juste après, certainement, mais en tout cas pour lesquelles c'est un levier, en tout cas une volonté importante. Au-delà de ces 6 grands chiffres, on a quelques messages clés aussi avec lesquels on aimerait que vous repartiez. On se rend compte que l'engagement des entreprises pour les démarches de réduction des impacts environnementaux augmente. On le voit aussi en fonction du nombre de répondants. Entre 2020 et 2025, on a quand même un nombre de répondants qui s'est multiplié. Et on voit que même si on sait qu'on est dans un panel d'entreprises, de répondants qui sont sensibles au sujet de l'éco-conception, il y en a de plus en plus et leur maturité, leur engouement sur le sujet est toujours bien présente et forte et ils souhaitent aller plus loin. On se rend compte qu'on a, comme le disait Philippe, peu d'évolutions fortes par rapport aux chiffres de 2020 que vous avez pu voir et qu'on a pu mettre en parallèle, que ce soit sur les motivations et les retombées. Mais on se rend compte quand même que les 2 points importants, c'est qu'on observe une place de la demande client et de l'intérêt des salariés qui est plus importante dans cette motivation à faire de l'éco-conception. Et ensuite, comme on vient de le voir avec Aude, on se rend compte que le rôle de l'ADEME est majeur dans l'accompagnement à l'éco-conception, mais aussi le gain en maturité que cela peut amener aux entreprises. Et de tout ça, en fait, on en a surtout sorti que on se rend compte que les démarches environnementales sont plus fortes lorsque les entreprises sont matures, ou en tout cas de plus en plus matures sur le sujet de la stratégie, que c'est inclus dans un pilotage stratégique plus général. On a l'impression, au-delà des chiffres, dans les chiffres qu'on a pu voir, qu'on rentre dans une tendance de cercle vertueux où on va mettre en place, une fois que c'est intégré dans la politique, que la réduction des impacts environnementaux est intégrée dans la politique d'entreprise, l'entreprise va mettre en place des actions, elle va communiquer dessus avec des moyens qui vont être différents et elle va avoir des possibilités différentes, de plus en plus fortes, de communiquer correctement en fonction de comment est-ce que ça inclut. Communiquer, ça passe aussi par connaître son impact pour pouvoir le communiquer. Donc, elle connaît aussi davantage son impact et elle est capable de mieux capitaliser, de mieux mesurer quels sont les bénéfices de ces démarches, de ces actions. Donc, de faire de meilleurs retours d'expérience, donc de remettre des actions qui soient communiquées, qui soient mesurées, qui soient aussi plus robustes, plus importantes et qui aillent encore plus loin. Donc, il y a vraiment ce cercle vertueux qui va se mettre en œuvre, qui est assez intéressant. Pour finir, on voulait vous parler des actions privilégiées, des leviers pour aller un petit peu plus loin au-delà de la démarche.
Du coup, je vais reprendre la main. Merci Marie. Donc effectivement, dans cette partie-là de l'enquête, on a questionné les entreprises sur quelles sont les actions qu'elles ont déjà identifiées, quels leviers elles veulent mettre en place pour continuer dans leur démarche de réduction d'impact. Voilà, il y avait une question en fait à choix non, à choix unique. Du coup, y a-t-il une volonté d'agir, oui, pardon. Y a-t-il une volonté stratégique d'aller plus loin sur la réduction des impacts, que ce soit par la recherche de nouvelles solutions de réduction d'impact, le développement de nouveaux produits ou de nouveaux services éco-conçus, ou l'amélioration de la mesure et ou du pilotage stratégique de leur démarche. Donc, en fait, il y a deux chiffres clés à retenir. 88% des entreprises souhaitent approfondir leur démarche de réduction d'impact environnementaux dans le futur. Et parmi celles-là, du coup, on a vraiment 30%, enfin, parmi celles-là, du coup, dans tout le panel de répondants, on a 30% des entreprises qui sont prêtes à améliorer la mesure de leurs impacts ou le pilotage de leur démarche en interne. Donc, en complément, ce qu'on a demandé aussi, c'est quels sont leurs besoins, en fait, pour poursuivre, parce qu'il y a une volonté claire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux, que ce soit l'ADEME ou les différents réseaux qui peuvent apporter du conseil aux entreprises. On constate que voilà, les financements, c'est un point clé pour mener un projet d'éco-conception, peut-être même démarrer. Donc, c'est quasiment 50% des entreprises qui souhaitent avoir ce soutien financier. Ensuite, on a aussi un besoin sur comment est-ce qu'on fait pour réduire les impacts sur le site de production, des conseils, des outils plus concrets. Il y a une question aussi sur les bénéfices économiques des actions d'éco-conception. Comment est-ce qu'on comptabilise en fait ces bénéfices-là et donc comment on peut les mettre en valeur aussi pour communiquer auprès des partenaires ou pour voilà, savoir que ça vaut le coup de se lancer. Il y a un besoin en formation, des formations dédiées et aussi en accompagnement avec des prestations de conseil par un tiers. Peut-être sur le point formation, on peut regarder voilà, plus précisément. Il y avait plusieurs questions aussi sur les formations. On a des formations donc, qui sont très demandées sur les outils d'évaluation environnementale, en particulier sur l'analyse de cycle de vie, mais que ce soit sur le choix d'outils ou sur l'utilisation des outils en propre. Donc 32% des répondants ont indiqué ça. Donc là encore, c'était une question à choix multiple et qui s'adressait à tout le monde. Et ce qu'on retrouve, donc plus de un quart des répondants ont aussi coché l'intégration de la démarche d'éco-conception à l'organisation et au processus de l'entreprise. La communication environnementale, d'ailleurs c'est beaucoup plus fort chez les petites entreprises, très petites entreprises, donc de moins de 20 salariés. Et puis également, de façon plus générale, en fait, s'approprier toutes les problématiques globales sur le climat pour sensibiliser les collaborateurs. En plus de points plus spécifiques sur l'éco-conception. Et donc cette demande-là, au contraire, est plus élevée chez les grands groupes que chez les petites entreprises. Voilà, et donc peut-être pour terminer un peu les conclusions qu'on tire de tout ce travail, alors c'est au-delà des premiers enseignements qu'a évoqué Marie tout à l'heure à la fin de la présentation des chiffres clés sur l'engagement qui augmente, etc. On se rend compte qu'il y a des disparités en fonction de la taille des entreprises on admet, on constate, on est fier de constater que le rôle de l'ADEME apparaît comme important pour les entreprises, notamment au niveau des accompagnements financiers. Sans pouvoir vraiment faire le lien de cause à effet entre nos aides et la maturité, on constate quand même cette corrélation entre le niveau de maturité des entreprises et le fait qu'elles aient pu bénéficier des accompagnements que l'on finance à l'aide de tout l'écosystème qui nous entoure sur ces sujets-là. Les besoins exprimés en termes de financement et de financement et de formation notamment, on a
d'ores et déjà commencé à les intégrer en poursuivant nos accompagnements financiers au sujet de l'éco-conception pour l'année 2026, sans restreindre en fonction de la taille des entreprises, en fonction du secteur, en fonction de leur maturité. On continue de vouloir pousser l'éco-conception en s'appuyant sur des relais lorsqu'on peut, pour que tout le monde puisse se lancer dans l'éco-conception, puisse bénéficier d'accompagnement financier, notamment sur les études initiales pour faire les feuilles de route. Et donc, on continue de financer des études, que ce soit des accompagnements de premier niveau, vraiment de sensibilisation pour mettre le pied à l'étrier, des études plus approfondies, telles qu'on les pratique depuis un certain nombre d'années maintenant, qui continue d'être accompagné par l'ADEME. On poursuit le partenariat avec BPI France pour les diagnostics standards qui sont proposés aux PME. Et dans ça, on peut accompagner l'investissement si c'est vraiment de l'investissement qui fait suite à une étude d'éco-conception, un investissement qui permet de réduire l'impact environnemental d'un produit. C'est une ligne budgétaire qui est ouverte chez nous et qui peut permettre d'accompagner des entreprises qui investissent pour produire des produits à moindre impact. À côté de ça, on avait entrepris des travaux là cette année avec le pôle éco-conception notamment sur le sujet de la formation et compte tenu des besoins qui s'expriment par les entreprises, et ben on va continuer ces travaux pour structurer et déployer des formations. Les formations sur les outils ACV ou ce genre de choses, elles existent, mais on se rend compte qu'il y a ce besoin d'approfondir les formations qui permettent vraiment de piloter des démarches, de faire en sorte que les démarches d'éco-conception soient intégrées dans les process de décision des entreprises, dans le fonctionnement stratégique de l'entreprise. Voilà un peu les conclusions qu'on tire de ce travail. On est sur une courbe ascendante de l'éco-conception et on est convaincu que qu'il faut continuer dans la logique qui nous anime là depuis un certain nombre d'années, et on fait tout pour pouvoir être encore aux côtés des entreprises dans cette démarche-là. Juste un petit teaser par rapport à une opération. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait une nouvelle norme éco-conception, enfin une révision d'une norme éco-conception sur laquelle on s'est appuyé pour positionner nos entreprises en termes de maturité. On lance là dans les prochains jours une opération qui visera, par rapport à des démarches d'éco-conception qui ont été réalisées, pour tester de quelle façon les opérations d'éco-conception qui ont été réalisées récemment respectaient par anticipation finalement les préconisations de la norme. Donc on va avoir une petite opération où on va mobiliser 30 entreprises pour vérifier ce qui a été fait et vérifier la façon dont ce qui a été fait correspondait d'ores et déjà à la norme, pour pouvoir être au bout du compte en mesure de dire la démarche d'éco-conception, le produit a été éco-conçu en respectant les préconisations de la norme X30264. Donc c'est une opération qu'on va lancer là prochainement, et il y a notamment, peut-être que certains d'entre vous sont d'ores et déjà inscrits, une masterclass autour de cette norme qui est organisée demain en partenariat avec l'AFNOR et le pôle pour en gros rentrer dans le dur de cette nouvelle norme éco-conception, dont on pense qu'elle va quand même bien contribuer à structurer de façon assez forte les démarches des entreprises sur ce sujet. Voilà pour notre webinaire. Donc là, on est prêt à répondre à certaines de vos questions. Prendre quelques questions, et merci beaucoup Philippe et Aude. Il nous reste 5 petites minutes, on peut peut-être prendre quelques questions qui ont été posées pour essayer d'éclairer certains points, d'y répondre, sachant qu'on passera un peu de temps pour répondre à toutes les autres plus tard, enfin la suite du webinaire, si on n'a pas le temps de tout traiter. Sachez dans tous les cas que oui, le support devrait être disponible, ainsi que peut-être un replay. En tout cas, ça a été enregistré dans ce sens-là. C'est une possibilité aussi. Philippe, Aude, comment est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous les avez sous les yeux? S'il y a quelques questions qui ressortent que vous
que vous voulez traiter? J'en vois énormément, donc on n'aura clairement Oui, pas le temps de Ouais, tout prendre, hein. dans l'onglet conversation. Alors les slides, oui, il y aura un replay qui sera disponible, etc. Pardon, ouais. Pourquoi intégrer deux critères différents sur certains niveaux de maturité? Est-ce que cela ne biaise pas les résultats? Peut-être que Marie, tu peux Oui. repréciser un peu comment c'est fait dans la norme? Tout à fait, ça a été un gros point de discussion même entre nous, cette façon de faire. L'idée, en fait, ça a été de traiter, alors dans la norme, pour vous montrer très rapidement, mais c'est des éléments que vous avez dans l'étude, hein, tout est déterminé dans l'étude. Comment est-ce que c'est fait dans la norme? Pour vous montrer rapidement, je vous montre sur un ou deux critères. Hop, vous avez plein de thèmes liés à la maturité. Nous, on a choisi quelques-uns, ceux que vous voyez en vert ici, par exemple. Et on a en face d'un thème et d'un sous-thème ce qui correspond à chaque niveau, les fameux niveaux 1, 2, 3 et 4 dont on vous a parlé tout au long de ce webinaire. Ces niveaux, ils sont assez larges. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur, par exemple sur les processus d'éco-conception, on peut avoir sur la connaissance des enjeux et des impacts environnementaux, on peut avoir dans le niveau initié, si je prends cet exemple-là, une connaissance élémentaire des principaux enjeux liés à au moins un système acquis sur une recherche bibliographique par évaluation simplifiée, etc. Ça, c'est le critère initié. Nous, on a croisé ça avec d'autres. Ça tombe bien parce qu'en plus, c'est un très bon exemple celui-là. Je ne l'ai pas pris totalement au hasard. On l'a croisé en fait avec d'autres enjeux, d'autres questions qu'on voulait se poser. Et là, on est dans la partie connaissance des enjeux environnementaux, hein. Donc nous, la question qui nous intéresse, c'est de savoir comment les impacts étaient mesurés. Et on a fait aussi en fonction de la réalité. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de mesures par monocritère, bilan carbone notamment, qui sont faits. Mais on a aussi des outils qualitatifs qui rentrent en jeu. Et nous, c'était important pour nous de savoir un peu comment est-ce qu'ils se différenciaient, ces deux sujets-là, qui faisaient des bilans carbone, qui faisaient de la mesure qualitative en interne. Et en fait, ces deux niveaux pouvaient être regroupés sous le même niveau dans la grille de maturité. Mais pour nous, c'était important d'avoir ces deux notions séparées parce que ça nous permet de voir qu'il y a quand même beaucoup plus de bilan carbone enfin, de bilan carbone et de mesures monocritères, pardon, que de mesures qualitatives. Donc ça nous permettait ces doubles questions, parfois ces doubles séparations, d'avoir des réponses plus précises, plus affinées sur certains points qui nous intéressaient, tout en respectant ce qu'on voulait mettre en œuvre et ce qu'on voulait ressortir sur la grille de maturité et les niveaux de maturité, en espérant que ce soit clair. On a fait ça sur toutes les questions, du coup, hein. Là, je vous montre un exemple très précis, mais on a fait ça sur tous les thèmes de maturité. Par rapport à la question, alors tu as répondu un petit peu, mais il y a une question notamment sur le gain de maturité. Est-ce qu'il est corrélé avec l'amélioration des gains environnementaux, économiques, motivation des équipes, essentiellement vis-à-vis des gains économiques et de la façon dont les entreprises les perçoivent. J'ai pas en tête le fait qu'on ait recoupé le gain en maturité avec le gain en motivation des salariés. Mais par rapport au gain économique, oui, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de faire ce lien entre maturité et la façon dont on arrive à toucher ces bénéfices environnementaux, ces bénéfices économiques en chiffre d'affaires, en marge, etc. Tout à fait. Euh, J'ai vu quelques questions sur les échantillons. Je peux les regrouper peut-être un petit peu. Les secteurs d'activité représentés, enfin des entreprises qui ont répondu à l'étude, sont dans l'étude, sont dans la partie un petit peu contexte et présentation de l'échantillon. Euh, Tout ça pour vous donner un petit peu des éléments sur le fait que vous verrez que ce ne sont pas uniquement des fabricants de produits qui ont répondu. On a aussi énormément d'entreprises de services. On a aussi énormément d'entreprises de transformation. On peut avoir peut-être quelques entreprises sur la santé. On a voulu avoir des définitions par secteur d'activité, mais je ne l'ai pas en tête. Du coup, je vous invite d'aller voir directement là-bas, dans le rapport. Et ensuite, sur la partie, j'ai quelques questions. J'ai vu également sur la partie motivation pour éco-concevoir. Je ne vais pas forcément répondre à tout, mais d'un point de vue très technique, il était possible de cocher plusieurs. C'est une réponse à choix multiple, il me semble, les motivations pour éco-concevoir. Mais c'est pareil, ça, vous avez l'ensemble, j'ai peut-être un petit doute là-dessus, et vous avez l'ensemble du questionnaire et de toutes ces nuances, choix multiples, choix uniques, etc.,
qui sont directement en annexe du rapport, le rapport étant toujours accessible sur la librairie ADEME, et il le sera encore pendant quelques temps, j'espère. Comme le baromètre 2020, il est possible que le baromètre 2020 soit peut-être encore toujours en ligne. Je dis peut-être des bêtises, Philippe et Aude, là-dessus. Mais en tout cas, le baromètre 2025, lui, celui dont on parle actuellement, est toujours bien disponible en ligne, je vous le confirme. Et vous avez le lien à la fin sur une des dernières slides que vous aurez à l'issue du webinaire. Le baromètre 2020 est encore en ligne. Oui, c'est ça. Pour l'instant, et en tout cas, il est encore en ligne également. Je vois une question sur est-ce que l'éco-conception étudiée a-t-elle vraiment réduit les impacts? Alors, l'idée du questionnaire, c'était de partir de la prise en compte de la dimension environnementale par les entreprises et pour focuser progressivement vers de l'éco-conception au sens où on l'entend, de réduction des impacts en approche multicritère et cycle de vie. Donc, on a vérifié, on a demandé aux entreprises ce qu'elles entendaient par éco-conception et effectivement, il y a un certain nombre de questions qui étaient plus larges que la stricte éco-conception au sens où on l'entend, approche multicritère en cycle de vie, etc. Mais lorsque l'on parle d'éco-conception, c'est effectivement celle qui permet de réduire les impacts sans transfert d'impact et sur l'ensemble du cycle de vie. Mais on n'est pas rentré dans la démarche faite par l'entreprise, évidemment. On s'est basé sur les réponses des gens au questionnaire qui leur a été soumis. On n'est pas allé valider ce qui a été fait sur le terrain. Complètement, c'est du déclaratif uniquement. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais on a atteint l'heure finale de notre webinaire. On répondra à toutes les questions dans tous les cas, encore une fois, hein. C'est les réponses auxquelles qu'on va s'attacher à vous donner. Mais est-ce qu'on peut peut-être conclure là-dessus pour vous libérer et puis permettre à chacun de reprendre le cours de son après-midi? Dans tous les cas, on reste disponible. Encore une fois, vous aurez accès au support pour pouvoir analyser tout ça plus en profondeur. Vous aurez aussi également accès à l'étude qui est sur le site de l'ADEME et qui est dans le lien et sur le support. On vous le remettra également. Et nous sommes aussi disponibles pour répondre à d'autres questions s'il venait à en avoir. Merci à tout le monde. Merci à toi, Marie. Merci à vous pour avoir été là, pour votre participation. Merci à tout le monde pour votre écoute et toutes vos questions très intéressantes. Et puis, peut-être à bientôt sur d'autres plateformes et d'autres sujets de l'éco-conception. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.